Bonjour à tous, donc on va compléter la suite du cours, donc chapitre 10, les lois, application des lois de Newton et donc les lois de Kepler. Donc on va aborder un nouveau paragraphe, hein, les lois de Kepler. Donc c'est une grande rubrique du programme de Terminal S. Donc on verra, il y a trois lois, les trois lois de Kepler. Mais donc avant d'étudier les lois de Kepler, il faut définir un repère qui est très 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 pratique pour étudier le mouvement des planètes. Il s'agit du repère de Fresnel. Donc, qu'est-ce que le repère de Fresnel? Donc, on va essayer de le définir. Donc, le repère de Fresnel, il se distingue par rapport aux repères qui ont été étudiés lorsque vous avez établi les équations horaires du mouvement d'un objet dans le champ de pesanteur ou lorsque vous avez établi les équations horaires du mouvement d'une particule chargée qui baigne dans un champ électrostatique E. Donc, en fait, les repères que vous avez rencontrés jusqu'à présent, c'était des repères de type donc OXY ou OXYZ, mais surtout leur caractéristique, c'est que ces repères étaient fixes. Ces repères-là étaient fixes, donc on les fixait par exemple au sol une bonne fois pour toutes et ils ne bougeaient pas. Et voilà, on étudiait le mouvement d'un objet par rapport à ces repères qui étaient fixes. Alors la particularité du repère de Fresnel, c'est que c'est un repère qui va être en mouvement, c'est un repère en déplacement. Donc le repère de Fresnel, en fait, n'est pas un repère fixe. Donc, en effet, hein, le repère de Fresnel est un repère mobile, donc il va être en déplacement. Alors, comment représenter le repère de Fresnel? Donc, moi, je vous propose de faire un petit schéma. Donc, je vais faire le schéma suivant. Donc, on imagine un objet qui se déplace avec une trajectoire la plus quelconque possible, hein. Par exemple, une trajectoire comme celle-ci. Donc, l'objet, je donne un exemple, hein. À cet instant-là, l'objet est ici. Après un autre instant, il est là. D'accord? Donc, le repère de Fresnel, on a dit que c'était un repère en déplacement. Dans le repère de Fresnel, il y a une origine, hein. Donc, par exemple, euh, une origine O. Alors voilà, bon, je vais vous le dire un petit peu de manière assez claire. Donc, il faut imaginer que le repère de Fresnel, c'est un repère qui est collé à l'objet qui se déplace. Donc, vous voyez, l'objet, il se déplace par exemple le long de cette trajectoire-là. Eh bien, le repère de Fresnel, il va être collé à l'objet. Donc, par exemple, à un certain instant, l'objet se trouve ici. Eh bien, le repère de Fresnel va être collé et il va posséder deux vecteurs unitaires. Donc, la longueur de ces vecteurs en norme vaut 1. Ce sont des vecteurs unitaires. Donc, il y a un vecteur unitaire t qui est tangent à la trajectoire. Alors, je le représente tangent à la trajectoire. Et il y a un vecteur qui est perpendiculaire, donc toujours, hein, c'est toujours comme ça, il y a toujours un vecteur unitaire qu'on note t, c'est le vecteur unitaire tangente à la trajectoire au point considéré, c'est-à-dire là où l'objet se trouve, et un vecteur qui est perpendiculaire, un vecteur unitaire bien sûr, perpendiculaire au vecteur tangentiel t. Alors il y a deux possibilités, soit il est vers le haut par exemple, soit il est vers le bas, mais en fait il n'y en a qu'une seule de possibilité. Il faut que enfin, le sens du vecteur perpendiculaire à t, qu'on va noter n, doit être à l'intérieur de la concavité. Donc là, la concavité est là, l'intérieur de la concavité c'est par ici. Ici, ça s'appelle l'extérieur de la concavité. Donc un vecteur unitaire perpendiculaire, unitaire, hein, c'est important, ça vaut 1 en or. Et voilà, donc n. Et donc l'origine du repère, hein, est confondue. Donc l'origine du repère de Fresnel, donc on a le repère de Fresnel OTN est confondu avec le centre de gravité de l'objet qu'on suit. D'accord? Donc par exemple, quand l'objet se trouve plus tard à cet endroit-là, le repère de Fresnel s'est déplacé avec l'objet. Et donc par exemple, je représente ici le vecteur t. Et le vecteur, donc on voit que la courbure elle est plutôt comme ça, donc l'intérieur de la courbure c'est par là. Et le vecteur n, le vecteur normal, se trouve par là par exemple, etc. etc. Donc, le repère de Fresnel OTN est constitué d'une origine O qui coïncide à chaque instant avec le centre de gravité de l'objet qui se déplace.
Alors je remets la feuille correctement. De deux vecteurs unitaires notés t, donc t le vecteur unitaire tangentiel et n le vecteur unitaire normal. Donc le vecteur unitaire tangentiel t est à chaque instant un vecteur tangent à la trajectoire. Le vecteur unitaire n est à chaque instant un vecteur perpendiculaire par rapport au vecteur unitaire t, tangentiel donc, et orienté vers l'intérieur de la concavité de la trajectoire. Alors, poursuivons à compléter ce cours. Donc, désormais, une fois qu'on a défini le repère de Freinet, hein, donc, qui est un repère mobile, hein, donc les vecteurs unitaires tangentiels et normales vont avoir une orientation différente suivant l'endroit où on se trouve sur la trajectoire. Donc, désormais, on va essayer de donner une expression de ce vecteur accélération dans la base de Freinet. Donc, il faut savoir la chose suivante. Donc, je reprends une trajectoire. Je vais considérer l'objet qui se trouve à cet instant ici. Je représente le vecteur tangentiel, donc je représente la base de Freinet, hein, normale, ici. Donc voilà, quelle est l'expression, l'objectif en fait de la base de Freinet, c'est de pouvoir exprimer des vecteurs accélération. Donc quelle est l'expression du vecteur accélération de l'objet qui se trouve ici dans le repère de Freinet? Donc je vais prendre le cas le plus général. Admettons que le vecteur accélération de l'objet à cet instant-là, donc le vecteur accélération, admettons qu'il soit orienté de cette manière-là. Alors il est toujours possible, il sera toujours possible de décomposer le vecteur accélération dans la base de Freinet. Donc je décompose le vecteur accélération dans la base de Freinet, donc pour obtenir les coordonnées. Et en fait, la coordonnée du vecteur accélération par rapport à t, donc c'est ce qu'on appelle la composante tangentielle. Et la composante de A suivant la normale, c'est ce qu'on appelle la composante normale. Donc en réalité, on pourra alors toujours écrire, donc tout vecteur accélération va pouvoir se décomposer dans la base de Freinet et la composante suivant t s'appelle l'accélération tangentielle, on la note A de t. Et la composante, alors A de t, je l'écris correctement, et la composante suivant la normale, on appelle ça l'accélération normale. Donc, AN, l'accélération normale, et AT, l'accélération tangentielle. Alors, je reviens pour parler de la suite. Alors, il y a quelques résultats à connaître en classe de terminale S et surtout à admettre, hein. La démonstration n'est pas au programme. Alors, quels sont ces résultats? Alors, je vais revenir à ce qui a été dit juste au-dessus. Donc, il est possible, alors on vient de l'écrire tout à l'heure, ici, on avait écrit tout vecteur accélération peut se décomposer dans la base de Freinet. La composante suivant le vecteur unitaire t, on appelle ça l'accélération tangentielle, et ici on a l'accélération normale. Donc, résultat à connaître par cœur, si l'accélération normale est nulle, le mouvement est rectiligne. Donc, si l'accélération normale vaut 0, on a uniquement une accélération suivant la tangentielle et on a un mouvement effectivement qui est rectiligne. Autre cas de figure, autre cas particulier, admettons dans une situation, on a une accélération cette fois-ci tangentielle qui vaut 0, donc une accélération tangentielle qui vaut 0. Du coup, on aura une accélération qui est uniquement normale.
Donc, alors le résultat connexe, c'est si l'accélération tangentielle est nulle, le mouvement est uniforme. Alors, c'est quoi un mouvement uniforme? Ça veut dire que la valeur de la vitesse est constante. Attention, uniquement la valeur de la vitesse qui doit être constante. L'orientation du vecteur vitesse peut varier, et le sens aussi d'ailleurs. Uniquement la valeur de la vitesse qui doit être constante. Alors, on termine ce paragraphe sur le repère de Freinet en établissant les expressions générales des accélérations tangentielles et normales dans le repère de Freinet. Résultat à absolument connaître par cœur. Donc, très très important, tout vecteur accélération peut se décomposer dans la base de Freinet. Donc, tout vecteur accélération va pouvoir se décomposer dans la base de Freinet. Obligatoirement, tout vecteur accélération aura une composante normale et une composante tangentielle, avec peut-être une accélération normale qui vaut 0 ou une accélération tangentielle qui vaut 0. Mais en tous les cas, il est toujours possible de décomposer une accélération dans un repère de Freinet. Et dans ces cas-là, si on décompose le vecteur accélération, ce qui est toujours possible, hein, on peut toujours décomposer un vecteur accélération dans un repère de Freinet, alors on obtiendra pour la composante normale un résultat fondamental. On a l'expression de l'accélération normale qui vaut v carré sur r, v étant la vitesse de l'objet en mouvement, et on a l'accélération tangentielle qui vaut dv, la dérivée de la vitesse, dv sur dt. Alors, que représente r dans l'expression de l'accélération normale? R s'appelle le rayon de courbure. Donc, je le note, le rayon de courbure. Donc, je vous donne un petit exemple. Admettons, on a une trajectoire. Hop. Donc, quand l'objet se trouve à cet endroit-là, le repère de Freinet est le suivant. Vecteur tangentiel, le vecteur t ici. Et là, on va dessiner le vecteur normal, hein, perpendiculaire. Alors, ce qu'on appelle le rayon de courbure, ben, faut supposer, en fait, faut imaginer qu'ici, on dessine un cercle qui adopte la forme, enfin, on peut supposer ici qu'il y a un cercle. Alors, ce qu'on appelle le rayon de courbure, justement, c'est le rayon de ce cercle. D'accord? Alors, je remonte un petit peu. Donc, le rayon de courbure, c'est le rayon du cercle qui est tangent donc, au point considéré. Donc, alors là, il y a une présentation assez générale qui a été faite pour le repère de Freinet, sachant que en classe de terminale, le repère de Freinet est plutôt étudié exclusivement pour des trajectoires circulaires. Dans ces cas-là, dans les trajectoires circulaires, le repère de Freinet, il a une expression assez simple. Donc l'objet qui se trouve dans une trajectoire circulaire. Alors je dessine ici le rayon du cercle. Ben, le vecteur normal à la trajectoire, il est forcément suivant le rayon. Et donc le mouvement, on va supposer qu'il a lieu dans ce sens-là. Et le vecteur tangentiel, ben, perpendiculaire, hein, perpendiculaire au rayon, donc tangentiel. Donc voilà. Donc n'oubliez pas qu'il s'agit de vecteurs unitaires, hein. Et le rayon de la trajectoire, appelé le rayon de courbure, il est ici. Donc dans le cas d'une trajectoire circulaire, finalement, vous avez vu que le repère de Freinet, enfin une situation assez simple, hein. Et par rapport aux formules qui ont été vues juste au-dessus, ben, le R ici, dans ces cas-là, qui de manière générale s'appelle le rayon de courbure, dans le cadre d'une trajectoire circulaire, ben, le rayon de courbure, ben, c'est le rayon du cercle. Sachant qu'en classe de terminale, finalement, le repère de Freinet ne sera utilisé que dans le cadre de trajectoires circulaires. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi. Ben, je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour poursuivre le cours.